Anaïs, ton avis à ce sujet, passeport vaccinal, passeport sanitaire? Alors c'est drôle parce que il y a encore quoi, allez, quelques semaines, hein, on disait évidemment tout de suite que c'était un truc de complotiste, hein, jamais, vous pensez bien, jamais, non mais quelle idée, enfin bon. Voilà, jusqu'à ce qu'on découvre quand même que l'Union européenne, c'est quand même un truc qui est dans les tuyaux depuis à peu près 2018, hein, mes souvenirs sont bons. Et donc le programme, il est bien établi, hein. Vous voyez, ils ont tout un programme qui est tout fait 2018, 2019, 2020, 2021, hein. Voilà. Et donc 2022, bah, vous voyez, Commission Proposal for a Common Vaccination Card Passport. Donc la Commission fera une proposition pour un passeport qui sera commun à tous, avec évidemment une vaccination et évidemment la biométrie, la micropuce, qui sera avec votre passeport si vous êtes vacciné ou pas. Donc ça fait longtemps qu'ils y pensent, hein, ça les intéresse beaucoup. Moi je suis désolée, mais conditionner l'accès à certains lieux ou services à des données de santé, ça s'appelle comment en fait? Ça se passe où ce genre de choses en théorie? Bah, dans des dictatures, hein, moi j'ai une copine qui m'a dit, tu sais, moi mes parents ils ont fui la dictature au Portugal. À l'époque, il fallait montrer son carnet de vaccination pour aller partout. Oui, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va se passer ça. Voilà. Donc c'est très très grave. Hein, je veux dire, qui veut vraiment, honnêtement, de ce monde-là? On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. J'aimerais qu'on fasse ces genres de trucs qui devraient faire l'objet d'un référendum dans ce cas-là. Si vraiment on voulait vraiment faire les choses dans les clous, on demande aux gens, vous êtes d'accord pour que vos allées et venues soient conditionnées à vos données biologiques? Oui ou non? Bah, à mon avis, il y a peu de gens qui vont dire oui quand même. Hein. Ah oui. Mais ce qui Donc, est énorme, ils décident tout seuls en fait, tout simplement. Hein. et tu le dis, c'est-à-dire que la santé n'est pas une prérogative de l'Union européenne. Bah, C'est ça qui non. est effrayant. Elle fait beaucoup de choses, mais ça, c'est pas sa prérogative. C'est encore interne aux États, c'est la souveraineté sanitaire des États. Et on a, vous savez, et je te laisse poursuivre après, les vaccins, tout a été géré par l'Union européenne. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté commune. Tous évidemment. Et d'ailleurs, à négocier avec Pfizer, à négocier avec les uns et les autres. Les contrats, d'ailleurs, les députés européens, beaucoup, même Pascal Canfin l'a dit dans une vidéo qu'on a publiée sur Putsch, les contrats, il les a vus. Tout ce qui était compliqué, du moins tout ce qui était central comme information, était barré de noir. Oui. Oui, bien sûr. On est chez les fous. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que hier, il y a eu un débat. J'ai regardé Touche pas à mon poste. Il y avait Philippot, donc moi j'aime bien. Donc je voulais voir ce qu'il disait. C'est la seule opposition de ce pays. Hein. Ce passe sanitaire, passeport sanitaire, ne vous y trompez pas. Ça n'est pas un instrument médical. Ça n'est même pas seulement en lien avec le seul Covid-19. Le pass sanitaire, comme dit Macron, c'est une rupture majeure de civilisation. C'est un problème moral, éthique majeur. C'est nous faire entrer dans une société profondément inhumaine, profondément diabolique, profondément infernale. Une société de zombies où vous devrez présenter un document numérique pour aller au restaurant, pour aller au cinéma, pour prendre le tram, pour prendre le métro, pour prendre le train. C'est la fin du secret médical d'abord. Et c'est ensuite mettre le doigt dans un sacré engrenage. Car demain rien n'empêchera d'utiliser ce pass sanitaire pour interdire l'entrée à des lieux publics à des gens selon telle ou telle maladie, telle ou telle pathologie. Et vous voyez bien dans quelle société de discrimination légale, dans quelle société profondément inhumaine, inégalitaire, injuste, avec des citoyens de 8e zone, nous entrons. Eh bien, si l'essentiel de la classe politique française est soit complice, soit soumise, soit endormie devant ce totalitarisme rampant, les patriotes, eux, seront dans la résistance avec vous. Et
Et il dit, alors c'est marrant parce que vous avez des gros problèmes actuellement d'approvisionnement parce que vous êtes passé par l'Union européenne avec ces vaccins, alors que justement quand on voit par exemple le Royaume-Uni ou Israël, hein, pour citer que, hein, mais bon d'autres pays, hein, des pays souverains, eux, ils ont pu acheter les doses, tout ce qu'ils voulaient, ils peuvent vacciner. Alors je suis pas du tout pour, en tout cas pas pour ce vaccin-là, je suis pas anti-vax, mais je suis pas pour ce vaccin, mais on voit bien qu'on n'a absolument pas les mains libres, qu'on est soumis à des chaînes d'approvisionnement très lointaines, très lentes. Voilà, on décide de rien, on n'a absolument pas les mains libres. Donc, c'est encore ça remet encore. Et on est désindustrialisé. La France est un pays, c'est le premier pays touristique du monde, et on finit par se transformer en musée à ciel ouvert si on ne réindustrialise pas la France. Et vous ne pourrez pas réindustrialiser la France dans le cadre de l'Union européenne, qui favorise les délocalisations et dans lequel il est impossible de faire quelque protectionnisme que ce soit. A fortiori, on va revenir après, avec une monnaie comme l'euro, qui est complètement surévaluée pour la compétitivité française, et ça date même d'avant l'euro, puisque la France applique pour entrer dans l'euro, depuis 1987, une politique du franc fort, et depuis 1987, on a grosso modo une monnaie qui est complètement surévaluée pour la France, et ça explique, entre autres, en plus des délocalisations, ça explique des questions et ça explique, entre autres, en plus du libre-échange, la désindustrialisation massive de la France. Et on voit même maintenant dans les services des délocalisations qui commencent à arriver. C'est-à-dire que notre recherche est à la corne, ça vire dans tous les sens, les labos de recherche ils sont virés, les gens s'en vont à droite à gauche, on fait des coupes budgétaires drastiques et maintenant on se retrouve, je l'avais dit chez mes confrères d'Arte où je suis éditorialiste, finalement on finira que le vaccin sera livré dans la Creuse ou dans la Meuse par Amazon Prime. C'est clair. C'est clair. Oui, c'est ça. Direct de Londres. Pour ceux qui veulent se faire vacciner, il va falloir qu'ils le commandent sur Amazon Prime demain matin. Ouais, mais ça remet sur la table. Ce qui est intéressant, c'est que ce débat-là remet sur la table la question de la souveraineté de la France. Encore une fois. Mais nous ne ferons pas l'erreur de David Cameron, rassurez-vous. Nous n'allons pas faire de référendum pour la sortie de la France de l'Union européenne, ça je puis vous l'affirmer. Donc il faut voir que les gens ils percutent à un moment donné, parce que là on va nous faire voter en 2022. Je suis désolée, mais un candidat, moi je me tue à le dire, mais un candidat qui ne propose pas la sortie de l'Union européenne fait des promesses dans le vent. Le modèle anglo-saxon prédomine en Union européenne. Et donc les gens qui vous disent « je vais changer d'Europe », comme se font fort de le faire, madame, enfin tout le monde, tous les autres, tous ceux que j'avais autour de moi, ils font comme si les autres pays, les 27 autres, allaient se dire « effectivement, nous reconnaissons que la France, ça ne lui plaît pas. Et donc nous allons revenir sur les avantages que nous avons obtenus il y a 17 ans et demi pour faire plaisir à Paris. » Ça n'arrivera jamais. Hein, ceux qui vous disent « voilà, il faut faire une taxation sur les transactions financières. » Parce que moi aussi, j'aurais pu être ministre depuis très longtemps. Hein. Je sais faire. Hein. Cette belle idée européenne. On ne peut pas la laisser tomber, la laisser attaquer par les populistes. L'Europe, c'est la paix. Nous devons, en revanche, imposer une Europe qui défende les services publics. Une Europe qui protège les citoyens. Une Europe qui impose des taxations financières. Une Europe qui ne soit pas sous la coupe des États-Unis. Une Europe qui participe au développement des pays de la francophonie. Une Europe qui favorise la sécurité sociale pour tous. Je peux vous dire ça peut durer toute l'après-midi. Hein. Alors je suis sûr que je passe sur TF1 à 20h, ça c'est certain. Le problème, c'est que si je ne le fais pas, c'est parce que je vous respecte, parce que je sais que ça n'aura pas lieu, parce que les autres n'en veulent pas. Voilà. Faut le savoir. C'est clair. Mais ça y est, je pense que les gens commencent à comprendre. Mais enfin, bon, il y en a qui croient encore à l'Union européenne, tout ça. Une Europe plus forte, plus autonome, plus unie. C'est ce que nous avons bâti en 2020. Donc, Oui, mais c'est la paix, l'Union européenne. Oui, bien sûr. On l'a vu, hein. C'est un bien vivre ensemble, bien heureux. Ah bah oui, là, c'est vrai que ça a été en termes d'illustration, on a été très bien là, pour l'Europe. Ah ouais, là, on a des bons exemples. On aurait voulu faire une campagne pro-Union européenne, on ne serait pas pris autrement.
C'est clair. Tu as raison d'aborder ce problème parce qu'on se rend compte effectivement depuis le début de la crise sanitaire. Je rappelle toujours les extorsions de masques au cul des avions sur les tarmacs entre les membres amis de l'Union européenne, les Américains qui nous ont menacés sur les aéroports chinois pour les masques, les machins ici, nos amis, nos partenaires, nos prétendus amis européens envers la Suède. Enfin, on s'est volé des masques avec la République tchèque. Finalement, on se rend compte que peut-être, à mon sens, c'est ce que je pense, c'est que l'État-nation est beaucoup plus fort et en capacité à un moment donné de négocier directement. Qu'on nous dit tout le temps que l'Union fait la force, etc. Non, un pays libre, indépendant, qui négocie seul selon ses seuls intérêts, comme a fait le Canada. Je rappelle que le Canada, la population est 2 fois inférieure à la France. Le Canada a obtenu un très bon accord face à l'Union européenne, tout simplement parce qu'il vaut mieux être seul et défendre farouchement ses intérêts que d'être dilué à 27 et d'avoir une position qui ne convient à personne, si ce n'est en l'occurrence à l'Allemagne. D'approvisionner son stock et d'avoir une infrastructure nationale pour pouvoir protéger sa population, parce que la réalité, c'est que l'obligation absolue d'un souverain monarque, peut-être, je vais dire souverain et monarque, c'est de pouvoir proposer à son peuple une sécurité sanitaire, une sécurité géographique, une sécurité des frontières. Voilà. Alexandra, j'arrête de parler, je te laisse la parole. Sur cette question-là? Ouais. Sur l'Union européenne de manière générale? Ouais. Non, mais je me disais pendant que tu parlais, c'est vrai qu'on aurait voulu faire une campagne anti-Union européenne, on s'y serait pas pris autrement. Moi, je veux changer l'Europe. Changer cette Europe. Changer cette Europe. Changer cette Europe-là. Faut qu'on change l'Europe. Excusez-moi, elle est toute mouillée, il faut que je la change. Non, mais il faut la changer. Changer l'Europe pour qu'elle soit meilleure. Voter socialiste, c'est changer l'Europe maintenant. Tous les partis politiques proposent de changer l'Europe. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et ça continue. Mais c'est reparti. Ce qu'il faut, c'est une autre Europe. Une autre Europe. Une autre Europe. Il faut construire une autre Europe. J'ai très envie de construire une autre Europe. Exiger ensemble une autre Europe. Ils veulent une autre Europe. La possibilité d'une autre Europe que cette Union européenne. Il y a un débat à l'intérieur du Rassemblement national. Il n'y a plus de débat, puisqu'il n'est plus question de sortir de l'Union européenne, il est question de la réformer très sérieusement pour que ça cesse d'être une machine administrative, technocratique. C'est de bâtir une Europe enfin utile. En finir avec cette Europe de l'argent, construire enfin l'Europe des gens, l'Europe de l'humain et de la planète d'abord. Même Nathalie Loiseau aujourd'hui nous explique il faut une Europe qui protège. Mais laquelle? Ça fait 30 ans qu'ils nous la promettent, l'Europe qui protège. Ne croyez pas qu'on va changer les institutions européennes. Là, leur plan, ça fait 50 ans qu'ils le mènent. Ça y est, ils ont réussi. Ils changeront plus rien. Donc le seul truc, la seule possibilité, c'est de se barrer de ce piège à rats. Avec vous, une nouvelle Europe est possible. Nous, l'objectif ultime est un objectif de refondation de l'Union européenne, mais du grenier à la cave. Alors je le dis ici, l'Europe doit être repensée, l'Europe doit être refondée. Nous devons refonder notre Europe. Il nous faut, en ces périodes de crise, retrouver les voies de l'indépendance. Il nous faut refonder l'Europe. Refonder cette Europe. La refondation, effectivement, est nécessaire. Pour une autre Europe radicalement différente. Qu'est-ce qu'on fait? On sort de l'Europe ou alors on change l'Europe? Les Français ne veulent pas du Frexit. Les Français ont une relation, eux, intime, affective avec l'Europe. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important. Le chiffre peut être affiné, mais le résultat est bien là. La victoire du non est incontestable. Il faudrait interdire les référendums. Le référendum a été mis à la poubelle.